Donc merci de m'avoir proposé ce sujet à tous parce qu'il a été un peu bizarre et curieux. Je me suis dit, mon cher Jouer, quand tu m'as dit rivage croisé, est-ce que tu veux parler des croisades ou qu'est-ce que tu veux que je fasse comme mot croisé? Sachant qu'effectivement Louis IX est mort sous vos remparts et qu'il inauguré une croisade, et on sait maintenant qu'il n'est pas mort ni de la peste, mais de la schistosomiase, d'après les recherches dernières, de ces étrons, d'après les grands spécialistes. Alors rivage croisé, Nice et Tunis. Si on parle de rivage, il va falloir parler de la mer, bien évidemment. Alors, donc, je vais vous parler de ces rivages croisés. On va faire un petit peu le tour de cette Méditerranée. Et je dirai mon lien d'intérêt majeur et irréfragable pour la connaissance de l'histoire. Cela même d'éclairer le futur, car le présent est bien le futur d'hier. Et donc, quand tu viens d'inaugurer en disant quel fait le futur de la pneumologie, ce présent-là, c'est un présent pour nous. Nicaïa, Nice. Moins de 300 avant Jésus-Christ, fondation de Nicaïa, ce qui veut dire la victorieuse en grec, par la grecque Massalia, c'est-à-dire les phocéens de Marseille. C'était simplement une forteresse protégeant les incursions gauloises. Moins 154 avant Jésus-Christ, demande de protection de Rome, et c'est le début de l'hégémon latin sur Nicaïa et sur la Provence. Je rappelle que Provinci, c'est la Provinci, là où sont les vaincus au regard des Romains. Mais c'est devenu maintenant la douce Provence, mais on ne se souvient plus de l'étymologie. Pour les Tunisiens, vous vous souvenez qu'au moins 146, c'est la chute de Carthage, Carthago de l'Indaès, et voyez un petit peu les dates, on n'est pas loin de cette date-là, où finalement Rome a pris l'hégémonie sur l'ensemble. Et Tunis. Est-ce que Tunis veut dire Nicaïa? Pas du tout. Tunis est une racine tamazirte, TNS, le trilitère consonantique, qui est passé par le latin Tunis, et ce qui veut dire dans la langue locale, passer la nuit se coucher, c'est en fait un campement, c'est une halte, et qui serait à l'origine du toponyme de votre Tunis. Je dirais bien, et pour rappeler ce que disait notre trésorier, c'est une racine, s'il en est du traditionnel et bien légendaire, accueil tunisien, la racine est bien conservée. Tunis, c'est une simple bourgade placée sous l'administration d'abord de Carthage. C'est la fameuse Carthage, la Cartha Edge, c'est-à-dire la nouvelle ville en phénicien, fondée par la fameuse Élissa devenue Didon, et détruite ensuite en moins 146, on vient de le citer. Kérouan, après, a été l'hégémonie sur cette région. Tunis n'existait que comme bourgade, fondée en 670. Kérouan, ça vient du persan Karwan, c'est-à-dire le camp militaire qui nous a donné la caravane. Et Maria, donc, c'est l'ancienne Aphrodisium, Gemma et Cap Africa, fondée en 916. La source coranique, si je ne me suis pas trompé, veut dire bien guidée. C'est devenu Tunis une capitale. Les Almohades, le 20 septembre 1159, dans le calendrier musulman, c'est le 554. Les Hafsides ont gardé, après la prise de pouvoir, le statut de capitale à cette ville en 1228, et l'indépendance l'a gardée comme capitale du pays le 20 mars 1956. Carrefour. Un carrefour phénicien, certes, mais regardez ce carrefour phénicien. Il ne concerne que la Méditerranée du Sud, sauf le pourtour de la Méditerranée orientale avec Chypre et le sud de l'Asie mineure, c'est-à-dire de l'Anatolie. Et vous voyez que Carthage, qui est devenu après Tunis, en quelques kilomètres près, avait des relations sur ce pourtour sud, plus également un petit peu sur le pourtour atlantique. Là, c'est pas l'objet. Vu de satellite, vous voyez, les deux villes, elles sont intéressantes parce qu'elles sont finalement proches, sauf que l'une regarde vers le sud et l'autre regarde, si je ne m'abuse, vers le... Voilà, on suit bien, c'était juste un test de vigilance. Merci Malte. Alors, regardez la vue panoramique que nous avons. La différence entre les deux villes, nous avons 353 000 habitants d'un côté, 600 le double de l'autre côté. Ça, c'est des chiffres de 2014, ça a sûrement augmenté à Tunis, je n'ai pas trouvé plus récent, peut-être j'ai mal cherché. Les surfaces sont intéressantes. 212 km² chez vous et 72 km² ici, ce qui nous fait une population avec 5000 habitants au km². L'exposome ne va pas être triste ici. Et 3000 habitants au km² chez vous. L'altitude 40 mètres en Tunisie et nous on varie entre 0 et 520 mètres. Pour mémoire et pour comparaison, Monaco c'est 16 000 habitants au km². Pour 2 km² donc. Une mer, ça arrive parce qu'il y a une tectonique des plaques. Et la tectonique des plaques nous permet de voir, vous voyez les deux ballons, là ça nous permet de voir Tunis et Nice sur cette gravure, et on a une subduction de la plaque eurasienne sous la plaque africaine, d'où cette montée progressive des eaux et qui a laissé s'installer cette Méditerranée avec un petit pertuis que le détroit de Gibraltar. Ce qui nous donne cette géographie physique avec l'installation des continents et l'installation des lieux de vie. S'il n'y avait pas de montagne, il n'y aurait pas de plaine.
Regardez les riverains. On est maintenant à 25 pays pour 150 millions d'habitants et un tourisme de 26 millions par an. Pour mémoire, la France reçoit 80-90 millions de touristes par an. La Tunisie, je ne sais pas exactement, je crois que vous êtes à peu près 10 comme votre population, hein, c'est ça. Voilà. Et donc la superficie de cette Méditerranée, c'est 5 fois la France en gros. C'est une longueur de quasiment 4000 km, un périmètre de 46 000, une profondeur moyenne de 1500 mètres, et avec des abysses qui sont du côté de la Méditerranée centrale, avec moins 5369 mètres. Un volume d'eau qui est pas mal, presque 4 millions de kilomètres cubes, et la salinité est intéressante, puisqu'on est à 38 grammes par litre. C'est pas à vous que je vais rappeler que notre sang, c'est 9 grammes. Le renouvellement de l'eau se fait en 90 ans. Voilà notre Méditerranée, elle est bien au milieu des terres, et ce qui a entraîné des vocables tout à fait intéressants autour de la Méditerranée. Pour l'Égypte ancienne, c'est la Grande Verte. Pour l'Ancien Testament, on voit la mer des Philistins, la mer de l'Ouest, la Grande Mer. Pour les Grecs, ça a toujours été la mer au milieu des terres, Mésogeios Thalassa. En Tamazir, c'est la mer d'entre-terres. Et en turc, très intéressant, c'est la mer Blanche. Je ne sais pas s'il y a des turcophones, mais vous savez qu'ils disent la mer Noire parce que les points cardinaux sont colorés. Le noir et le nord, donc la mer Noire, c'est la mer du nord de la Turquie. Et donc la mer Blanche, ça va être la mer du Sud, c'est la Méditerranée. Jules César parlait de Mare Nostrum, Pline l'Ancien de Mare Internum, et c'est l'évêque de Séville, Isidore, qui a dit, il y a une petite faute, Mare Mediterraneum. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que c'est devenu un nom propre avec un M majuscule, la mer Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y avait d'autres mers entre les terres, et les autres terres seront des mers Méditerranées. Mais la Méditerranée dont on parle, c'est la Méditerranée avec un grand thème euro-africain. La Méditerranée en 2025, voilà nos 25 pays réunis autour de ça, avec énormément de divisions, énormément de difficultés, surtout dans les Balkans. Alors, on va parler de quelques histoires au pluriel de Méditerranée. Si on part de Jules César, voyez ce qu'avait fait Jules César en 44 avant Jésus-Christ, on a déjà un pourtour qui est bien rempli au niveau de la Méditerranée. À l'apogée de l'Empire romain, c'est bien complet, on a un magnifique empire gigantesque qui est tout à fait unique, en 120 en gros, après Jésus-Christ. Les voies romaines, c'était les voies de communication, c'est assez extraordinaire de voir que, donc je vous l'ai dit, en 117, on avait un parcours qui pouvait se faire bien sûr à cheval et bien sûr à pied, mais surtout à cheval, avec des chars qui couvraient toutes les voies. Et regardez la construction, je ne vous ai pas mis les coupes, mais les coupes étaient exactement comme des coupes actuelles. Alors, on va voir la Nice romaine. Elle ne s'appelait pas Nice, elle s'appelait Sémélénum, à partir du grec camélénum, qui veut dire un oppidum, une élevure, un endroit un petit peu élevé, une colline. Et au 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ, le latin a transformé ce grec de Kémélénum en Sémélénum. L'implantation de la cité romaine a fait 10 000 habitants, c'est énorme à cette époque-là, et le français a gardé Cimier, la cime, qui devient le sommet de la colline, toujours la même idée. Voyez les thermes, voyez l'amphithéâtre de 5000 places pour une ville de 10 000 habitants, tout le monde pouvait avoir droit à la culture, et le Décaménus, qui correspond au cardo, enfin le croisement en X des grandes villes romaines, de Sémélénum. Du côté de Tunis, on voit peu de choses à Carthage, on voit quand même les thermes d'Antonin, il y a plus de restes phéniciens, et j'ai mis quand même, même si pas à Tunis, le fameux amphithéâtre d'Elgène, malheureusement abîmé par une explosion turque à l'époque, et une grande ville, une grande fouille au nord, plus au nord, c'est Turbo-Magus, avec la vue vers le Capitole. Alors, un empire, c'est empirique, et l'empire, ça se divise. Et la division a commencé ici avec l'empire des Gaules, puis un empire romain, ce qui restait, puis un empire de Palmyre qui a subsisté quelques années. Pour enfin se diviser en deux parties, c'est-à-dire la partie occidentale et la partie orientale, ce qui a donné l'empire romain d'Occident et l'empire romain d'Orient. Tout à l'heure, vous avez vu, et on le revoit encore sur cette vue, Adé. On en avait déjà un petit peu parlé, mais je crois que c'est le moment de se rappeler que ça veut dire Anno Domini, puisque c'est au 5e siècle qu'on a demandé à Dionysius Exiguus, c'est-à-dire Denis le Petit, de trouver la date de Pâques. C'était embêtant parce que le calendrier ne correspondait pas à ce qu'il y avait des retards. Un peu comme quand Jules César a créé l'année julienne, parce qu'il y avait au moins 40 ans de retard par rapport aux dates, les fameuses calendes qui n'étaient pas grecques mais romaines. Il a créé ce calendrier en 525. Il n'y avait pas d'année zéro pour une raison simple, c'est que le zéro n'existait pas. C'est que c'est Fibonacci, comme vous savez, qui a introduit le zéro à partir de Bougie, Béjaïa, au XIe siècle. Mais le zéro a mis 4 siècles, à partir de son traité d'arithmétique, à intégrer l'Europe. L'année 1 a donc été l'année de la naissance de Jésus-Christ. Donc après, on parle de après Jésus-Christ, after Christ, etc. Et ce AD, c'est Anno Domini.
calendrier qui a été mis en utilisation complète par le pape Grégoire XIII, c'est pour ça qu'on l'appelait le calendrier grégorien, seulement en action, en activité au XVIe siècle. Et ce n'est que le XXe siècle qui est utilisé dans le monde entier. Alors, qui dit un empire, dit des ennemis. Et vous voyez que les grandes invasions de l'Empire romain vont faire complètement exploser cette structure méditerranéenne. Et à partir de Carthage, où les Vandales sont arrivés juste au moment de la mort de Saint-Augustin, qui n'a pas vu, malheureusement pour lui, la chute s'appelle Carthage et également d'Hippone. Et vous voyez donc toutes ces incursions des Goths de l'Est, les Ostrogoths, les Goths de l'Ouest, les Visigoths, qui ont fait l'Espagne, et ensuite les fameux Vandales, ainsi que les uns. Et il y en a une communauté qui, ma foi, a fait fortune. Ce sont les Francs qui ont colonisé la Gaule, mais ils ont eu la bonne idée de s'intégrer et de cultiver la culture latine et de faire la France. L'Empire romain à l'apogée, l'Empire romain d'Orient à son apogée, on est là au VIe siècle. Et vous voyez que tout ce qu'il reprend, et j'ai mis en perspective 1000 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'Empire ottoman qui a repris quasiment les mêmes territoires. La différence près, c'est qu'effectivement, l'Empire ottoman s'est toujours arrêté à la Moulouya, c'est-à-dire à l'ouest d'Oran, qui a toujours fait la frontière avec Maroc, qui n'a jamais été colonisé par les Ottomans. Voilà, 1000 ans de différence, 1000 ans pour reprendre toutes ces terres. Et bien sûr, j'ai mis en milieu les deux villes qui nous intéressent, Nice et Tunis, avec ce lien de la botte italienne dont on va bien sûr reparler. Nice, en 774, a été conquise par Charlemagne. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est pivotal pour la région, puisqu'il va y avoir une longue rivalité pour toutes ces zones frontières et moins frontalières pour pouvoir avoir le pouvoir. Là, nous sommes en 774. Et regardez, en 814 qu'il y arrive, Charlemagne avait fait un empire absolument gigantesque qui a été séparé à sa succession en 4, mais ce n'est pas l'objet du sujet. Mais regardez, l'Europe était largement faite du temps de Charlemagne. Il a été sacré en 800. La petite histoire veut dire que c'est probablement pas la bonne année, mais comme ça faisait chic de se dire, après pour l'histoire, je suis consacré et sacré empereur en 800, on a gardé 800. Je vous ai annoncé qu'il y avait des relations particulières avec l'Italie. Eh bien, Nice et l'Italie au XVIe siècle, ce sont les fameuses guerres d'Italie, la Furia Francese des Italiens, et 1536, Nice est prise par les Français. Il va y avoir un congrès de Nice entre François Ier, Charles Quint et le pape Paul III pour faire une paix éphémère en 1538. Et vous voyez à Nice, c'est juste à côté de la rue du Congrès, avec cette statue, cette croix, de marbre, qui signifie le souvenir, qui signe le souvenir de cette paix éphémère, tout au moins de ce congrès de paix. On a vu que les Ottomans étaient à Carthage, mais pas après Carthage, ils étaient à Nice, pas à Nice. Est-ce qu'ils étaient à Nice? Ben oui, ils étaient à Nice. Ils étaient à Nice de façon très curieuse. C'est le siège de Nice le 9 septembre 1543. À cause de la guerre, le casus belli, c'était que François Ier revendiquait l'héritage de sa mère Louise de Savoie. Et il va y avoir une lutte. Il y a les Ottomans qui arrivent avec François Ier, demandé par François Ier auprès de Suleiman le Magnifique. Et c'est le Khayreddin, le Bédadjé, qui va venir avec toute son armée maritime pour se battre contre les troupes de Charles Quint et les responsables du comté. Donc, les Ottomans sont bienvenus à Nice. Et ce siège de Nice a été perdu par l'association de François Ier et du Bédadjé. Les Français ils n'étaient pas français, excusez-moi. Les Niçois ont réussi à les renvoyer sur la mer. Et la petite histoire nous rappelle que toute l'armée, toute la flotte ottomane a pu passer l'hiver à Toulon, invitée par François Ier, et la cathédrale a servi de mosquée et de cathédrale à la fois. La présence ottomane à Nice, on peut la voir dans le vieux Nice, avec ce boulet tiré par la flotte turque, et avec la fameuse, sûrement héroïne niçoise qui s'appelle Catherine Ségurana. Est-ce que Catherine a existé? Tout du moins, ça fait partie de l'inconscient collectif. Et là, il est dit dans la belle histoire que, retroussant ses jupes, elle a montré la partie charnue de son corps et elle s'en est essuyé l'étendard des Ottomans. C'est le mythe local. Les Ottomans à Tunis, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver en 1574 la conquête ottomane de l'Ifriqiya, Ifra Africa, Hafsid par Sélim II. Et là, vous voyez les fameux remparts de la Goulette qui ont été attaqués par les troupes de Sélim II, avec la ville qui était protégée, avec le lac de Nice, et avec 2 bastions pour le protéger. Et cette présence ottomane directe s'est terminée le 12 juillet 1705 avec l'instauration du Bellicat par les Uchémites,
Mais les Chassénites ont fait une structure de type pédical, c'est-à-dire sûrement l'Ottoman, mais sans directement les Ottomans. Qu'est-ce qu'on trouve dans la ville de Tunis? On trouve architectural la mosquée Hamouda Pacha avec son déambulatoire et la médersa, l'école coranique de Slimania. Voilà ce qu'on a pu trouver dans ce qui reste de l'architecture ottomane authentique. Alors la Méditerranée, c'est un carrefour d'échanges et d'influence. Et si je reprends simplement une simple plaque pour reparler des routes commerciales au Moyen-Âge, je voyais qu'elles étaient majeures. Et à partir justement de Tunis, on a des routes qui vont vers Gênes. Vous remarquerez que Nice n'existait pas parce que Nice n'a jamais été un port majeur. Ce n'est que très secondairement que le port a été devenu ce qu'il est actuellement. À cette époque-là, il n'y avait pas de relations maritimes majeures du côté-là. Les relations restaient génoises et marseillaises. Alors maintenant, puisqu'on parle de France et Tunisie, on est obligé de parler des sources géopolitiques. Sinon, on ne comprend pas pourquoi nous sommes tous ici ensemble. La langue française nous a réunis, mais pourquoi? Des Balkans au traité du Prado. Je ne vais pas vous faire quand même 15 heures d'histoire, mais il faut quand même reprendre ça. Si on ne reprend pas la guerre des Balkans, on ne comprend rien. La guerre des Balkans, c'est la guerre russo-turque du 24 avril 1877-1878. Le casus belli, la cause de la guerre, c'était la révolte des Slaves des Balkans contre l'Empire ottoman. Il faut savoir qu'il y a eu 1500 Bulgares massacrés par les fameux bashibouzouk, qui en turc signifie les têtes qui ne fonctionnent pas, les têtes brûlées en quelque sorte. Pour le côté turc, c'était la guerre de 93, qui correspond au calendrier musulman de 1293. Qui se battait contre qui? Eh bien, l'Empire ottoman contre l'Empire russe, Principauté de Roumanie, les Bulgares, la Serbie, la Principauté de Monténégro, et finalement, les Ottomans ont perdu, et ça s'est joué avec un traité, ça s'est terminé avec le traité San Stefano. Traité tout à fait intelligent, puisque la Bulgarie récupérait toutes ses terres, les bulgarophones étaient entre bulgarophones, les principautés de Serbie, Monténégro et Roumanie se sont agrandies et devenues indépendantes. La Bosnie-Herzégovine est devenue autonome. Ça vous rappelle pas des choses, un siècle après, des problèmes quand on ne veut pas les régler? Le Caucase, annexion par la Russie des territoires peuplés de Géorgiens et d'Arméniens. Et après, des garanties remarquables qui étaient signées par l'Empire ottoman, sécurité des chrétiens orthodoxes sous la protection de la Russie, sécurité des chrétiens catholiques et protestants et juifs sous la protection des puissances occidentales, ce qui reprenait tout simplement le régime des capitulations de Suleiman le Magnifique, vous n'appelez pas le Canoun pour vous, et donc, ma foi, un traité tout à fait équitable qui malheureusement a été refusé par les États-Unis, lapsus intéressant, par le Royaume-Uni et par l'Empire austro-hongrois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui va nous arriver d'être entre nous ici. C'est qu'il y a eu le congrès de Berlin le 13, pendant un mois, 13 juillet 1877. Von Bismarck présidait, le chancelier d'Allemagne, l'Empire allemand à l'époque présidait ce congrès. Et vous voyez, réunis, Royaume-Uni, Autriche-Hongrie, France, Allemagne, Italie, Empire russe et l'Empire ottoman. Et là, qu'est-ce qu'on va proposer? Indépendance de la Serbie, Monténégro, Roumanie, mais la Bulgarie, qui a été la variable d'ajustement, était divisée en 3. Alors après, il ne faut pas se dire s'il y a des soucis. Si vous divisez un pays en 3, vous allez vous retrouver avec des ressentiments irrédentaires et puis du régime de risque géopolitique que l'on verra ensuite. Et on est peut-être dans les contre-coups actuels. L'Autriche-Hongrie, occupation administrative, la Bosnie-Herzégovine est sous suzeraineté alors qu'elle était proposée comme étant libre ottomane, et avec un Sandjak au milieu, complètement curieux alors qu'il était isolé, donc Novi Pazar. Ensuite, qu'est-ce qui s'est proposé? L'Arménie occidentale a été rattachée à l'Empire ottoman, et actuellement, je ne sais pas si vous lisez toute la presse, c'est peu connu, mais l'Arménie occidentale est en train de revendiquer, à la suite de ces traités, à la suite de la suppression de la Turquie actuelle. Vous voyez un siècle après, un siècle et demi après, on retrouve les mêmes soucis. Et en Méditerranée, le Royaume-Uni va recevoir Chypre et la France va être en charge d'occuper la Tunisie par le traité de Berlin. Et voilà pourquoi nous sommes là. Alors, Giuseppe Garibaldi, de Nus à Tunis, pourquoi il nous intéresse? Parce qu'en 1835, il va conduire une frégate destinée au B chez vous, à Tunis, donc à la Goulette. Et il va se loger dans le palais Gnecco, que vous devez bien connaître, qui était un palais construit à cette époque-là par un grand négociant. C'est devenu la maison de Garibaldi et la Casa de la Liberté. En 1849, il va être expulsé d'Italie à la suite de l'unité italienne qui n'est pas encore terminée, et expulsé d'Italie sur un vaisseau, Sardes à Tripoli, et rejeté. Le B est obligé de rejeter en mer, en quelque sorte, Garibaldi sous la pression française. Une
une petite gravure intéressante, c'est Garibaldi qui est en train d'aider Victor Emmanuel II, donc le futur roi d'Italie réunifié, à chausser la côte italienne. Vous voyez comment était la péninsule italienne en 1848, on n'est pas encore en 1860 avec la Nice rattachée à la France, et vous voyez que les États pontificaux coupaient complètement l'Italie, et c'est la suppression de ces États pontificaux aidés et surtout par Garibaldi, avec la création du Vatican au milieu, qui a permis cette unité italienne complète. Alors la France, avec nos cousins d'à côté, l'Italien a toujours eu des petits soucis comme ça relationnels entre latins, quelquefois on se chiffonne. C'est la fameuse gifle de Tunis, puisque le 8 septembre 1868, l'Italie et la régence de Tunis avaient signé un traité de 28 ans qui reprenait les fameuses capitulations, avec garantie de la régence pour les mêmes droits que ceux accordés aux États préunitaires italiens, garantie aux Italiens de liberté de commerce et extraterritorialité pour les établissements. Traité, finalement, de libre-échange. 1881, la France établit le protectorat à la suite de ce fameux congrès de Berlin, avec une action par la force que connaissent bien les factions. Eh bien, ceci était bien sûr contraire aux intérêts objectifs coloniaux du Royaume d'Italie, d'où les problèmes avec la France. C'est ce qu'ils ont appelé la gifle de Tunis, et en italien, le Ciefo dit Tunisie. Il faut se souvenir que c'est à la suite de ça que l'Italie est allée faire des colonies en Libye et en Éthiopie. Alors je vous parlais de l'annexion du comté de Nice à l'Empire français. Ça s'est fait en 1860 par le traité de Turin du 24 mars 1860. Changement de souveraineté, vous voyez ce qui est marron clair là, c'est la partie du comté de Nice rattachée à la France en 1860. Et il y a un deuxième rattachement juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, avec Tende et toute la région frontalière. C'était des accords secrets de la résistance qui s'étaient battus contre le fascisme italien. Et comme ce traité était quand même un petit peu difficile à faire passer dans les populations, il y a eu un plébiscite, c'est devenu un plébiscite, on a fait voter la population, je pense qu'il y a eu des petits arrangements entre amis, mais quand même, regardez les chiffres, il y a eu quand même votant quasiment 26 000 et favorable 25 000. Donc, ma foi, la France avait récupéré Nice et Nice était donc rattachée définitivement pour la troisième fois à la France. Chez vous, c'est le traité du Bardo qui va nous unir. Dans un premier temps, et nous désunir après par Paris. Traité du Bardo, c'est le traité de Ksar Saïd, signé entre le B de Tunis, que vous le savez mieux que moi, et le gouvernement français. Sous le terme de la législation française, il s'agit d'un traité de garantie et de protection qui après un petit peu dérapé, comme chacun sait. Voici la gravure de l'époque. Et l'indépendance après, c'est le 20 mars 1956, qui a été précédé par le fameux discours de Carthage du 31 juillet 1954 par Pierre Mendès France, qui voulait absolument pas que le sang coule. Il en avait assez vu en Indochine, et il en voyait trop. Et puis il voyait bien ce qui allait se passer en Algérie, donc il a refusé ça. Et à droite, votre grand président, Habib Bourguiba. Un petit peu quelques diapositives pour atterrir en douceur sur l'architecture et l'urbanisme. L'Art Nouveau à Tunis, qu'on a partagé. Vous voyez ici votre théâtre municipal, l'avenue Khaltoum. Ensuite, il y a la rue Bord du Bourguiba avec ce magnifique Art Nouveau. Art Nouveau, Art Déco. Art Nouveau, c'est la frontière du XXe siècle. Et Art Déco, c'est des années 20-40. Et la belle époque, c'est juste avant. Art Nouveau à Nice, regardez, on est presque dans la même architecture. Regardez ce qu'on vient de voir, regardez ce qu'on va voir. La Bodegida de la Havana à Nice, et la perle par l'architecte Guilonda en 1910, et Marguerite par Adrien Leray. Regardez, on est en Art Nouveau le plus pertinent. Si on passe à l'Art Déco, dans la rue Khaltoum, on a ici un magnifique Art Déco tout à fait typique, et l'ancien hôtel Ritz, du Ritz chez vous également à Tunis, et le bureau de poste du Belvédère. Et si je prends Nice maintenant, on va voir le fameux palais de la Méditerranée qui a été sauvé dans sa façade, 1928, Charles Dalmas, architecte. Charles Bémont a fait cette magnifique structure qui se retrouve un peu plus loin dans la ville, vers l'est. Et puis la fameuse église Notre-Dame Auxiliatrice, 1933, Marius Desporta, architecte. À Tunis, il y a de l'Art Déco, vous le savez aussi bien que moi, même mieux, l'Art d'Égypte. Ensuite, c'est le Colisée, et le Petit Colisée, dans l'avenue Habib Bourguiba. Et l'ancienne maison de l'architecte Jean-Émile Breslandry, dans la rue de la Banque. Vous voyez tout cela, c'est l'Art Déco dans sa plus grande belle splendeur. Et si je prends Nice, on va se retrouver avec la rotonde avec Georges Dikanski qui a fait énormément d'immeubles dans la ville, l'hôtel Le Majestic qui est absolument magnifique au pied de Ciné, et puis la Villa Sfeder, tout ça c'est les années 20-40.
Ensuite, il y a quand même Haussmann qui est passé des deux côtés. Vous voyez, la belle époque, le style haussmannien à Nice, 1896, et un bâtiment haussmannien sur la grande avenue de Bourguiba de Tunis, avec la cathédrale à ses côtés. Le patrimoine religieux entre Nice et Tunis, c'est la basilique Notre-Dame de l'Assomption, quasiment à la même époque que la cathédrale Saint-Louis, sur la colline de Biersa, la colline du Cuir, la colline de Carthage. Avec d'un côté Charles le Normand, et de l'autre côté, je n'ai pas trouvé l'architecte exactement. Avec quelques vues de l'époque, la cathédrale en 1899, et avec ici le grand congrès œcuménique de 1930, 30e congrès, donc toujours autour de cette cathédrale Saint-Louis de Carthage. On trouve également au plan architectural un style néo-mauresque à Nice, avec le fameux Alhambra Palace 1901, qui a été maintenant devenu des appartements, je crois que ça s'appelle El Nour, un nom comme ça. Et c'est un hôtel construit pour la vicomtesse Gabrielle de Pierre-Bernis par l'architecte Jules Stoli. Style néo-mauresque à Tunis. Est-ce que vous avez une idée? J'ai trouvé ça. Est-ce qu'il existe encore? C'est le casino du parc du Belvédère. Existe-t-il encore? Il est toujours là? C'est le maître des officiers. Ben voilà, très bien. Voilà, donc nous avons l'information qui nous manquait. C'est le maître des officiers, l'ancien donc casino du parc du Belvédère. Tunis, Nice, les parcs et les jardins. Regardez le parc du Belvédère dont on vient de parler. Eh bien, vous avez ici la création par Joseph Lafourcade, qui était en fait le jardinier en chef de la ville de Paris. 230 000 arbres, 80 espèces. Et si je prends Nice, c'est à peu près la même époque. Mise en valeur des ruines du château. Château détruit en 1706, première présence française de Louis XIV, qui a détruit complètement les remparts. Et après, cette zone qui était tout à fait laissée à l'abandon, à partir du fin du 19e siècle, a été transformée pour faire cette magnifique structure. Donc, vous voyez une vue, enfin, en bas à droite, vous avez une vue de toute cette verdure, ce poumon vert pour Nice. Nice, Tunis, ce sont des hommes. Nice, en 2015, c'est 340 000 habitants, dont 60 000 émigrés, c'est-à-dire 17% de la ville. Eh bien, dans notre ville, à Nice, il y a des compatriotes tunisiens, il y en a 10 300. Et il y a 6 800 d'origine italienne, je parle des gens nés en Italie ou nés en Tunisie. Et il y a 5 600 nés en Algérie. Donc, les Tunisiens ont la part belle à Tunis, ils représentent 10 000 personnes sur les 60 000 immigrés. Les relations aériennes, c'est 30 vols par semaine entre Nice et la Côte d'Azur, ça n'est pas rien, hein, Tunis-Carthage, et 4 traversées par semaine entre Tunis et Marseille, puisqu'il n'y a pas d'arrivée directement ici. Si je prends Tunis, c'est la communauté française à Tunis, on a en 2022 38 Français, dont 67% de binationaux. Il y a 31% de mineurs, et dans ces mineurs, 76% sont binationaux. Ces gens-là vivent 35% dans le gouvernorat de Tunis, 70% dans le Grand Tunis, 25% pour tous, Nabeul, Monastir et Sfax, et puis 4% à Bizerte, le reste se répartit sur le pays. La Tunisie représente pour la France 16 900 électeurs français qui sont inscrits au consulat. Et ensuite, il y a des transferts sans arrêt, surtout l'été. 720 000 franco-tunisiens reviennent globalement l'été. Et 200 000 Tunisiens en France sont titulaires de la carte. Mais ce n'est pas fini. Il y a nous. Il y a nous. Nous, c'est là. C'est la relation franco-tunisienne. Premier séminaire en 2022, deuxième séminaire en 2023, troisième 2024, et le 5e séminaire, et le 4e séminaire, Choukran.